Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de SIC Transit Gloria Mundi. Bonsoir à tous, salut Christophe. Salut. Bien, alors c'est la guerre entre l'Iran et Israël. C'est Tu veux aller c'est assez là-dessus? inquiétant. Oui, j'y pense parce que j'ai mon associé qui est actuellement à Dubaï. J'ai un très bon ami qui est en poste aussi pour l'armée française à Abu Dhabi. Et donc, je pense évidemment beaucoup à eux parce que c'est bon. Certes, certainement que les Émirats arabes unis sont pas du tout concernés par cette guerre, mais quand on regarde, ne serait-ce que le détroit d'Ormuz, bah, c'est exactement cet endroit-là, quoi. On parle de quelques centaines de kilomètres et ça paraît toujours inquiétant de se retrouver à côté de ça. Et d'ailleurs, évidemment, les vols pour aller et venir depuis les pays du Golfe, enfin en tout cas c'est les pays sur le Golfe Persique, ils remontent le Golfe Persique et puis ils arrivent en Irak, ils remontent Au Koweït, jusqu'en puis en Turquie. Irak, ouais. Ouais, c'est ça quoi, Qatar, Koweït, Irak. Et donc en fait ils passent vraiment au milieu entre les missiles pour ainsi dire. Donc, c'est pas rassurant. Je vois que les compagnies aériennes commencent à se dire, on va peut-être annuler les vols, sait-on jamais. D'ailleurs, je me demande bien comment ça fonctionne en pratique. Est-ce qu'il y a des conventions ou est-ce que je sais pas, ces armées elles discutent d'une manière où il faut que les missiles ils passent à une certaine hauteur. Je sais pas, c'est extrêmement mystérieux en fait, hein, pour moi. Bah, d'après ce que j'ai compris, hein, ce sont des missiles balistiques, c'est-à-dire que ce sont des missiles qui passent dans l'espace, donc ils sont bien plus hauts que les lignes aériennes, et la probabilité qu'il y ait une de ces têtes de missiles qui rencontre un avion, même en redescendant au-dessus d'Israël ou du Qatar, est quand même très faible. Euh, Ouais, donc c'est Moi, comme en un... fait, Ouais, depuis quand est-ce que les bombardements ont eu lieu? Dimanche? Samedi? je crois, Dimanche. oui, pas le début, ouais. Ok, j'ai tout de suite. La première chose que j'ai regardée, c'est. J'ai demandé à Grok quel est le pourcentage des approvisionnements en pétrole chinois qui passent par le détroit d'Ormuz. Et la réponse, c'est 40%. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, mais c'est même le cas pour... bah bon, il y a des pipelines aussi, mais même pour le reste du monde, non? Non, Pourquoi, pas pour les pourquoi la États-Unis. Chine en particulier? Eh bien, pourquoi la Chine? C'est que s'il y a bien un régime avec lequel l'Iran ne voudra pas se mettre à mal, Ah oui. c'est la Chine, parce que c'est leur seul allié, enfin la seule phase de l'alternative sérieuse en face des États-Unis. De l'autre côté des États-Unis, ils ont le choix, quoi. Soit les États-Unis, soit la Chine. Avec les États-Unis, ils sont en guerre, ils vont quand même pas se mettre à dos la Chine. Donc Hmm, les c'est menaces qui vrai. a eu lieu, les menaces qui a eu lieu, le Parlement iranien a voté. Ouais, on va fermer, il faut fermer les trois d'Ormuz, mais bon, c'est pas lui qui décide, c'est l'armée, enfin c'est le guide suprême et puis les gardes, les guides, Mhm. les révolutionnaires, les gardes révolutionnaires. Euh, et, et puis ben, j'ai regardé hier soir le cours du pétrole. Ben, aujourd'hui, le pétrole, il est redescendu, il s'est calmé. Personne ne prend au Mhm. sérieux la fermeture du détroit d'Ormuz. Pour, bah, précisément, et je l'ai lu ce soir dans le Télégraphe, mais ça je l'avais compris tout seul, c'est que l'Iran ne peut pas se permettre de se mettre la Chine à dos. C'est pas possible. Parce que ça serait, t'aurais des frappes, Ouais. t'aurais une coalition sino-américaine contre l'Iran, ce qui serait, enfin, je pense que les l'ambassadeur d'Iran, de Chine en Iran est tout de suite allé voir le ministre des Affaires étrangères. Il a dit donc, le détroit d'Ormuz, là, vous y touchez pas, hein. Parce que sinon, ça va mal se passer. Parce que quand t'as 40% de ton pétrole qui vient de là, bah C'est énorme. mais attention, la Chine n'importe que 3% de son pétrole d'Iran. Ils ont considérablement baissé leurs importations d'Iran. Donc c'est Alors, je comprends pas, plus alors. voilà, c'est Ah, vraiment, tu dis ils s'approvisionnent. 40% vient du Golfe, Ouais, mais au 3% total, que d'Iran. 3% vient d'Iran. Ouais, donc D'accord. Oui, ils c'est clair. consomment très peu de pétrole iranien
Mais ils en consomment énormément qui vient d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Irak, du Qatar, enfin des Émirats, je sais pas d'où. Il y a du Golfe. Évidemment que les Chinois vont absolument pas laisser les Iraniens faire. Les Américains s'en fichent parce qu'ils consomment pas de. Voilà, j'ai encore ce soleil là. Pardon, mais Mhm. je pense que c'est la saison. Les Américains s'en fichent complètement parce qu'ils importent quasiment plus de pétrole pas de pétrole du Golfe. Les Européens sont pas emmerdés. Tous les pays d'Asie doivent être emmerdés. Et donc les Iraniens, ils touchent à, ils font pas. Et effectivement, ce soir, les marchés se sont calmés sur le pétrole est en baisse ce soir. Et il y a eu donc une réplique des, euh, des Iraniens aux Américains. Au Ils ont lancé des Qatar, missiles oui. balistiques sur des bases au Qatar et en Irak, mais ils avaient averti au préalable les Qataris, parce qu'évidemment ils veulent pas se mettre non plus trop les Qataris à dos. Les Qataris sont quand même très puissants. Et puis ils avaient averti également les Iraniens et donc les Irakiens. Et donc les Américains savaient, Trump savait que, enfin, je le disais ce soir dans la presse anglaise, il savait qu'il serait bon que les bases US seraient bombardées au Qatar et en Irak et il y a eu il y a eu aucune victime, très peu de dégâts. C'était symbolique. Et les Iraniens d'ailleurs ont dit oui, on a envoyé autant de missiles que les Américains ont envoyé de bombes. Donc tu vois, c'est tout ce qui est à la télévision est est une émission de télé. Everything that's on TV is a TV show. C'est le grand Oui. spécialiste des médias Marshall McLuhan qui disait ça. Et donc tout ce qu'on voit, c'est des gesticulations, c'est du show à destination des Américains d'un côté. On ne sait même pas si les Américains ont vraiment fait du mal aux Iraniens. Ils ont averti très longtemps à l'avance qu'ils allaient frapper. Les Iraniens ont eu le temps de vider leur cave, sans doute, probablement. Et puis les Iraniens ont prévenu les Américains longtemps à l'avance qu'ils allaient les frapper. Et Mais en fait, alors, à quoi bon en fait j'en sais rien. J'en sais rien. pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table en fait Je sais pas. Hmm. Euh, Donc toi, tu t'as pas vraiment l'impression que c'est la guerre en fait, c'est ça? non, non. Non. Entre Israël et l'Iran, certainement. Entre les Américains et les Iraniens, c'est un peu du show. Et puis avec le reste du monde, c'est impensable. Ça restera très Oui. limité. Les Mhm. pays du Golfe, enfin, t'imagines, si les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, même l'Irak commence à dire à l'Iran, bah écoute, ça suffit. L'Iran, il va passer un mauvais quart d'heure, hein, parce que c'est quand même des armées extrêmement bien équipées. Bon, je sais pas ce qu'elles valent réellement sur le terrain, mais bon, voilà, c'est l'Iran, il est tout seul, hein. Ce qui est très étonnant dans cette affaire aussi, c'est que la Chine et la Russie, qui seraient naturellement des alliés de l'Iran, n'ont pas du tout bougé. Ils n'ont Oui, c'est rien fait, vrai. quoi. On ne les a pas Moi, entendus je suis. parler. L'Iran se retrouve Oui. tout seul. La Chine n'a pas du tout envie d'intervenir là-dedans. La Russie n'en a pas du tout les moyens. Elle est engluée en Ukraine. Les Européens passent pour des cons parce que ils disent tout leur contraire. Et Trump envoie ses bombardiers faire 11 000 kilomètres aller-retour, ou plus, d'ailleurs, je crois. Ils ont volé 37 heures, les bombardiers. 37 heures. Euh, aller-retour. Et donc, Depuis voilà. Moi, Guam, hein, c'est ça? non, depuis le Missouri. Ah bon? Ah ouais, ils sont pas partis de Guam parce que ces imbéciles de Britanniques ont récemment rendu Guam. Non, pardon, pas Guam, excuse-moi, je pense à Diego Garcia. Pardon, toi tu parles de Guam, pardon. Non, je confonds, non, c'était pas Guam. Guam, D'accord. c'est en mer de Chine. C'est près de des Oui. Philippines. Non, pardon, je pensais que tu parlais de Diego Garcia, la base Non. près de l'île Maurice, là. Non, qui est aussi une base, mais là, c'était pas possible, je pense. Pour des raisons légales. Mhm. Euh, et non, non, ils sont partis du Missouri. Ils ont traversé la moitié du monde, aller-retour. C'est quoi Donc la puissance américaine
Et surtout, c'est une démonstration de force incroyable. Parce que c'est la première fois qu'ils utilisent ces bombes, hein, qu'ils les mettent en place. Il faut regarder j'ai regardé l'analyse par A.T. Chouette, ce youtubeur, ancien pilote de chasse, là, qui fait des analyses Ah, très ça poussées, m'intéresse vachement que tu intéressantes. partages. Et il fait une analyse et il montre les photos satellites là, qui ont été prises après le bombardement. Tu vois 3 trous, l'un à côté de l'autre dans la montagne, 2 fois 3 trous là sur la base sur l'installation de Fordo, qui est Mhm. la base enterrée là, la principale. Euh, et puis il fait remarquer, mais attendez, il y avait 14 bombardiers. Non, il y a 7 impacts de bombes et il y avait 7 bombardiers, chacun équipé de 2 bombes. C'est-à-dire qu'il y a eu 14 bombes. Où sont les 7 autres impacts? Alors soit il dit, ils ont vraiment vachement bien visé, c'est-à-dire qu'ils ont visé chaque fois dans le même trou. Ce qui est, dit-il, absolument improbable. Ça peut arriver de temps à autre, mais c'est vraiment improbable. Soit il y a d'autres endroits qui ont été bombardés qu'on ne sait pas, quand on n'en a pas encore entendu parler. Pourquoi je pense que Hmm. c'est ça. Mais bon, voilà, la démonstration de force est extraordinaire. Hein. Euh, Pourquoi les Américains font ça? Pour contraindre je pense simplement pour contraindre les Iraniens à arrêter leur programme nucléaire, point, quoi. Leur dire, écoutez, ça suffit, quoi. Revenez à la table de négociation. Il doit d'ailleurs avoir en sous-main plein de négociations en ce moment. Mais bon, encore une fois, c'est pas à la télé, donc c'est pas un spectacle télévisé, donc on n'entend pas parler. Oui. Et ce qui était un spectacle télévisé, c'était les menaces de fermeture du détroit d'Ormuz. Voilà, à part ça, moi, je sais pas trop quoi dire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas notre guerre, on n'a aucune ce qui se passe entre Israël et l'Iran, on n'a aucun intérêt là-dedans. Moi, j'ai tendance à considérer qu'Israël, ça reste encore un peu l'Occident. C'est plus compliqué que ça, mais ça reste quand même, une installation coloniale, clairement coloniale, européenne, au Oui. Moyen-Orient. C'est un État comme les croisés, si tu veux, et les musulmans qui pestent contre contre l'État hébreu, parce que c'est un projet colonial. Je pense ils ont tout à fait raison. Alors de pester, peut-être, ça je m'en fiche. Et donc j'ai beaucoup de tendresse, si je puis dire, c'est pas le bon mot, mais j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour les Iraniens. Bon, après, je sais pas si Tu t'as vu ce connais le truc d'ailleurs. pays. Vas-y. Les tweets du guide suprême. Le guide suprême, Ali Khamenei, qui est le grand mec avec sa grande barbe blanche et son turban là. Euh, il a un compte Twitter en anglais. Et sur son compte Twitter, parfois il partage ses lectures. Eh bien, il y a des gens qui ont retrouvé le tweet 2015 où il raconte qu'il a ah bah tiens j'ai lu alors je pense des résumés des œuvres de Jane Austen. Alors Jane Austen, pour ceux qui connaissent pas, c'est une romancière anglaise du début du 19e siècle. Je conseille la lecture à tout le monde, hein. C'est remarquable, c'est vachement intéressant. Il y a eu beaucoup d'adaptations télévisées, des séries ou des films, Orgueil et préjugés, qui est le plus célèbre. Et Ali Khamenei explique qu'il a lu et qu'il a beaucoup, enfin, il ne dit pas qu'il a aimé, mais en tout cas, on sent qu'il a apprécié Jane Austen et son roman en particulier Pride and Prejudice, donc Orgueil et préjugés, qui est un roman. C'est pas un roman à l'eau de rose, hein, mais c'est un roman sur des jeunes filles anglaises qui cherchent à se marier. Donc, regarde, c'est un Mhm. sujet, un sujet vraiment qu'on s'attend absolument pas dans la bouche du guide suprême de la République islamique d'Iran, révolutionnaire. On s'attend pas à ce qu'ils sont en train de lire du roman. C'est un peu fleur bleue. Enfin, c'est pas naïf, hein, mais c'est quand même ça a un petit côté fleur bleue. Mhm. Euh, et en fait, moi, ça m'a pas du tout étonné. Je me souviens, j'ai fait un voyage en Iran en 2005 ou 2006, et à Shiraz, dans un parc, il y avait la tombe d'un un grand poète persan qui s'appelle, c'est pas Fayrouz, moi, c'est un truc comme ça. Enfin, j'ai oublié son nom. Et il y avait le soir, il y avait des jeunes Iraniens qui étaient sur les marches, donc c'était une sorte comme un kiosque, Mhm. avec la tombe, qui était sur des marches surélevées, comme ça, dans un parc. Et il y a des jeunes Iraniens qui étaient assis sur les marches, avec
en train de lire, de déclamer à voix haute les poèmes de ce poète persan du, peut-être du 14e et du 15e siècle, hein, c'est très ancien. Ah Et oui. ils étaient en train de pleurer, en train de réciter Ouais. les vers de ce poète. Et là, tu te dis, mais attends, mais les Iraniens, c'est pas n'importe quoi, hein. Entre le guide suprême qui partage ses lectures très sensibles, un peu romantiques et sensibles, et puis des jeunes Iraniens qui pleurent en récitant des poèmes. Enfin, t'imagines des jeunes Français en train de pleurer en récitant du Ronsard, quoi. C'est pas la même chose. C'est Oui, pas c'est possible. ça, oui. Ben, les Iraniens, ils sont comme ça. C'est un peuple de très haute culture, extrêmement raffiné. C'est la civilisation la plus ancienne du monde. C'est l'État le plus ancien du monde, l'Iran. On peut dater l'Iran, il a 3000 ans, 3500 ans d'ancienneté. C'est très très ancien. Et, euh, et c'est admirable, ce peuple est admirable. Il est malheureusement, il vit où il a choisi de vivre sous un régime qui est terrible. Enfin, il faut dire qu'auparavant, ils n'étaient pas très bien servis, parce que je pense que sous le Shah d'Iran, en 79, jusqu'à la Révolution, en 80, ils étaient pas très bien lotis non plus. Euh, Ah, mais donc dans quel j'ai pas mal de sens, sympathie à ton pour avis, les Iraniens. qu'est-ce qui allait pas en fait, parce Sur le que Shah. oui, c'est pas vraiment un problème de religion, non? C'était, Alors, j'ai lu pas mal d'histoires ouais. de l'Iran il y a quelque temps. Qu'est-ce qui allait pas? D'abord, il y avait un état policier très très strict. Hmm. Mais bon, ils ont eu la T'as même pas chose l'impression après, que ça hein. ait beaucoup changé? En fait, c'est un peu comme toute chose égale par ailleurs, parce que le régime des ayatollahs, c'est pas comparable aux soviétiques, mais c'est un peu comme la Russie tsariste et puis ensuite la Mhm. Russie bolchevique. Bon, le Ouais. régime des Ayatollahs n'est pas comme le régime soviétique, hein, attention, on n'a pas commis autant de crimes, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas un régime totalitaire comme à proprement parler, la Russie bolchevique, staliniste ou léniniste. Euh, il y avait l'extrême gauche, il y avait des forts courants d'extrême gauche soutenus par les communistes, donc ce qu'on appelait les moudjahidines du peuple, qui ont participé à la révolution. Et puis il y a eu en fait, le régime. Ok. Les Iraniens, ils sont largement chiites. Mhm. Et le chiisme est une branche de l'islam qui était quiétiste, c'est-à-dire que les religieux n'intervenaient pas du tout en politique. Et l'ayatollah Khomeini a inventé, a changé le schisme, a rendu le schisme révolutionnaire, ce qui n'était pas du tout avant. Hmm. L'Iran Enfin, et est chiite surtout, depuis assez peu longtemps, hein. les, L'Iran est les- chiite depuis le XVIIe siècle, hein. d'accord. Euh, et le chiisme était, voilà, on était, voilà, t'étais religieux dans ton coin, mais on se mêlait pas du tout de politique. Et puis Khamenei, lui, a dit non, non, ça doit être l'État doit être gouverné par les religieux, par le clergé, parce que le chiisme a un clergé, ce qui n'est pas le cas du sunnisme, hein, de l'islam que nous connaissons nous, enfin l'islam d'Afrique du Nord ou d'Égypte ou Hmm. d'Irak, enfin, pardon, de Syrie, l'Irak est partagé entre le chiisme et le sunnisme. Et donc il y a eu une nouveauté révolutionnaire inventée par Khomeini, l'ayatollah Khomeini, et qui à mon avis est un peu dans l'air du temps, hein. Donc il y a eu des grandes promesses révolutionnaires qui ont été faites aux Iraniens, qui voulaient un changement, qui voulaient plus de modernité, plus de justice sociale aussi, parce que je pense que le régime il y avait de l'envie qui traversait les classes sociales, et donc les Iraniens ont accepté le changement de régime du Shah, donc du royaume de l'empire, enfin de la monarchie, vers la théocratie. Voilà. Mais bon, Mais en fait, c'est la raison pour laquelle je pose la question, c'est que de ma connaissance de l'Iran et justement de ce dont tu as parlé, donc leur sensibilité, leur grande culture, etc. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'ils aient pu, en fait, que le régime des ayatollahs ait pu durer plus de 10 ans, en fait. Je suis en fait, il y a vraiment beaucoup surpris d'accommodements. que Il y a d'accommodement, oui. énormément d'accommodements. Ce régime, déjà, quand j'avais voyagé là-bas,
les mosquées le vendredi sont vides. C'est-à-dire que la pratique Ah oui. religieuse en Iran, elle est de 3 ou 4%. C'est-à-dire que le régime théocratique a dégoûté la quasi-totalité des Iraniens de la pratique religieuse. Mhm. Euh, je m'étais retrouvé dans un train de nuit avec des appelés qui rentraient en permission. Et j'étais avec un copain, et on était dans le wagon couchette, et puis on partageait notre compartiment avec des jeunes Iraniens, des bidas, hein, des appelés qui rentraient à la maison. Et ils ne parlaient pas du tout anglais, nous on parlait pas farsi. Mais ils se sont mis à nous montrer, c'était le début des téléphones portables, et ils avaient des petites vidéos sur le téléphone portable. Ils nous montrent des vidéos. Première vidéo, c'était une vidéo tournée dans leur dortoir d'étudiants. Et tu voyais une fille, une iranienne, en train de danser en soulevant son t-shirt, les seins nus, comme ça, en secouant ses seins devant les garçons à l'université de Téhéran. D'accord. Premier. Deuxième vidéo, classe, donc filmé dans la classe. Le professeur dos aux élèves en train d'écrire sur le tableau. Puis tu vois un élève qui avance en se baissant et qui tire le pantalon du prof, le déculottant. Tout ça filmé sur téléphone portable. Donc ça, c'était l'ambiance, c'est l'ambiance dans les universités iraniennes il y a 20 ans. Mhm. J'ai vu ce matin des vidéos, des scènes de rue à Téhéran. Mais, enfin, en tout cas, ça doit être les quartiers nord de Téhéran, ce qui sont les quartiers chics, les quartiers bourgeois, mais je pense que ça doit s'étendre. Et il n'y a plus une femme qui porte le voile. C'est terminé. Il n'y a pas eu de changement législatif, hein. Mais les femmes, les trois quarts des femmes sont cheveux au vent. Je crois que même à Alger, c'est pas comme ça. Donc, Euh, ce dont on nous parle depuis, je sais pas, 5 7 ans avec ces braves Iraniennes qui se révoltent, etc. Oh, c'est à nouveau un peu un coup de pub, c'est ça? Ou enfin, comment est-ce que ben, tu il y a sans l'interprètes, doute sachant, eu, enfin, par rapport à ce que toi t'as vu là-bas? déjà il y a 20 ans, elles avaient, C'était comment, je symbolique, répète, hein? dans les quartiers nord, c'est pas la même chose. Voilà, elles portaient un voile, c'est-à-dire une bande de tissu Mhm. grande comme ça, vaguement posée sur la tête, et puis devant et derrière derrière un énorme chignon décoloré, devant une énorme mèche avec du gel. Elles étaient maquillées comme des voitures volées. Elles étaient c'est d'ailleurs très belles, hein. Les Iraniennes sont de façon générale très jolies. Et, euh, et le voile, c'était de la blague, hein. C'était un pur symbole. Et puis maintenant, 20 ans après, bah, il y a même plus de voile. Les femmes ne se voilent plus à Téhéran. Alors qu'il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement législatif. L'État a cessé d'essayer d'appliquer une loi dont plus personne ne voulait. Parce qu'il ne peut pas enfermer la moitié de la population. Et donc il y a eu effectivement des femmes, des jeunes étudiantes, etc., qui ont, je pense, eu quelques exemples, qui ont payé très cher, et probablement de leur vie, la révolte et voilà, leur désir de ne plus porter de voile. Euh, mais maintenant, bah, il y a l'État iranien s'accommode de ça. Mhm. Et voilà, il laisse faire, parce qu'il sait qu'il voilà, il a pas de... Et donc il reste... c'est un peu la fin de règne hein, pour l'Iran, hein, pour les ayatollahs, hein, parce que l'État et puis surtout là ils sont en train de perdre la face de façon considérable. Euh, alors je sais ensuite je sais pas exactement quelle est la est-ce que les Iraniens est-ce qu'il y a un réflexe nationaliste patriotique disons face aux attaques des Iraniens des Hébreux enfin des Juifs pardon des Israéliens et des Américains possiblement c'est probable mais bon ça tu vois, l'Iran, la réaction de l'État iranien qui reste extrêmement modéré dans ses réponses aux attaques, d'abord, c'est un signe de faiblesse. Hein, il n'est même pas, les avions israéliens et américains, ils volent librement au-dessus de l'Iran. Hein, ils peuvent plus se défendre. Et donc, ils peuvent marcher sur des œufs, à mon avis, en ce moment. Donc, bon, euh, Bah, c'est quand même je crois pas à 90 la mi- Troisième Guerre mondiale. Hein. ouais, c'est Pas quand du même tout. Hein. 90 millions de personnes, quoi. En fait, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, que le rapport de Ouais, force avec l'Israël soit pas plus équilibré.
Ouais, c'est sûr, mais mais c'est un État qui, enfin, en PIB par habitant, je sais pas quel est le PIB de l'Iran, hein, d'ailleurs, c'est très difficile à Mhm. calculer. Et face enfin, leur armée est complètement nullissime, quoi, hein. Ils ont pas accès à des, tu vois, les blocus les empêchent d'accéder à des technologies, à des composants sans doute, et ils ont beaucoup de mal à se fournir. Et puis, Ils ont aussi, et puis je c'est un pense que, pays avec un taux de fécondité qui est très bas, hein. Il faut ah faire oui, c'est ça, attention. ouais. Ah Et ouais, puis, ils faut ont pas beaucoup de oublier, c'est un pays cerveaux qui sont vieillissant. partis à l'étranger, hein. Alors, il y a une certaine immigration, oui, parce que les Iraniens peuvent voyager. Euh, Oui, la mais, fécondité, euh, ça, c'est toujours le gros mais la problème, oui. fécondité, c'est un État ou un pays où la fécondité je ne sais plus quelle est la fécondité de l'Iran, moi, mais ça va être du 1,6, 1,7, quoi, comme chez nous, hein. Donc c'est des pays vieillissants fortement. C'est un pays à 90 millions d'habitants, mais qui est très, très fortement vieillissant. C'est un pays aussi où les Persans forment à peine 50% de la population. Ah Tu oui, as parce qu'il y a les Kurdes, 50 à les 60% de... Afghans. Alors, il n'y a pas d'Afghans, mais Enfin, il y a quand même t'as 3 millions de réfugiés afghans, je ah, crois, des hein. réfugiés peut-être. Oui, non, mais Ouais, en tout cas, ils font pas partie de la nation c'est vrai. iranienne, si tu veux, quoi. La nation iranienne, c'est 50 à 60% de Perses, ensuite tu as 25% d'Azéris, d'Azerbaïdjan. Ah oui. Ensuite, tu as une minorité qui s'appelle les Lours. Tu as des Kurdes. Les Kurdes, c'est 10%. Tu as 3 ou 4% d'Arabes dans le sud. Des Puis, Irakiens ou... ouais, Ah non, des Arabes, oui. côté des Arabes collés effectivement à la frontière irakienne. Mais ils sont très peu nombreux, c'est 3-4% d'Arabes. Et puis un peu dans le sud. Mais tu vois, c'est un pays qui est aussi qui est ethniquement assez hétérogène. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de risque, je pense, d'effondrement tribal comme on a pu voir en Irak ou en Syrie, parce qu'il y a quand même une majorité très forte, il y a un très gros bloc qui contrôle tout. Mais, euh, mais c'est pas non plus un pays très solide, hein. Je pense pas qu'il se Mhm. désintégrera, même en cas de révolution. Mais, euh, mais c'est un pays qui a des grosses fragilités, hein. Mais c'est bête, c'est un pays magnifique, extrêmement attachant, une Extrêmement culture varié, hein, du superbe. sud au nord. Pardon? Extrêmement varié aussi du sud au nord. Oui, ah oui, la géographie, les paysages. Au nord, c'est quasiment des forêts subtropicales, près de la mer Caspienne. Au sud, c'est des déserts, des montagnes. Il y a beaucoup de déserts dans le sud. Des grandes chaînes de montagnes qui montent à 3 ou 4 000 mètres, 3 4 000 mètres. Euh, c'est très intéressant à visiter, hein. J'ai beaucoup aimé, j'y retournerai volontiers, hein. Mhm. Même en ce moment. Ah oui, parce que tu prétends que malgré malgré les nouvelles, en fait, sur place, il se passe pas tant de choses que ça, hein. Moi, c'est vraiment, en fait, l'Ukraine qui m'a fait redécouvrir cette vérité sur la guerre. C'est le fait de suivre des Instagrammeurs à Kiev en ce moment, là, enfin depuis 3 ans, et de voir leur quotidien. On a- Vraiment, on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont là où ils prétendent être. Et en tout cas, on n'a pas du tout l'impression que c'est le même pays que celui qu'on nous présente aux informations. C'est extrêmement troublant, en fait. Et surtout de se dire rétrospectivement que c'était exactement la même chose pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, enfin particulièrement la Seconde, dans les zones occupées, etc., où en fait, Les gens continuent de vivre, hein. Ils se marient, ils s'aiment, ils font des voilà, enfants, ils meurent, ils travaillent, ils mangent, ils se distraient. Et puis bon, en Iran, à la différence de l'Ukraine, hein, les frappes, les bombardements sont extrêmement ciblés. Par exemple, il y a aucune victime civile, hein, de la part des Israéliens et des Américains font très attention justement à ne pas faire de victimes civiles pour pas se mettre à dos la population. Donc c'est des mhm. casernes, c'est des installations militaires, Mais à la différence de ils ont tué l'Ukraine où là il y personne a... à quand ils ont détruit la télévision, le bâtiment de la télévision à J'ai Téhéran. pas entendu parler Ouais. de morts suite à ces... Moi non plus, hein, hein. mais bon, c'est quand même un bâtiment. Bon oui, quand tu bombardes, ouais. Visiblement ils étaient surpris puisqu'il y a cette fameuse scène de la présentatrice là qui est en train qui soudain se lève et qui est dans un nuage de poussière. Euh,
Mais non, non, il y a pas de... Si, alors, peut-être qu'il y a des victimes collatérales, j'en ai pas entendu parler du tout. Les Iraniens eux-mêmes les mettent... On n'a pas vu de photos Mhm. En revanche, les Iraniens bombardent de façon un peu aveugle, en tout cas maladroite, Israël, enfin certains coins d'Israël, et créent des dégâts, mais qui sont en fait assez... Je sais pas s'il y a eu il y a pas eu, il y a eu des morts, très peu, je crois. Il y a des blessés en Il y Israël. en a, je crois il me semble qu'il y en a eu, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était de regarder un journaliste à Tel Aviv, un Britannique, je crois. Il était en train de faire son reportage à ciel ouvert, comme ça, devant le panorama de toutes les tours. Et puis, il portait pas de casque, en fait. Ouais, il avait pas l'air de se dire qu'il y avait un bombardement qui pouvait arriver dans les 5 minutes ou quelque chose comme ça, en fait. Et rien que ça indique quand même il y a peut-être pas énormément de danger ou en tout cas c'est assez maîtrisé ou c'est à certains horaires, je sais pas exactement. Donc ça aussi, je pense que ça fait un peu relativiser, hein. Enfin, voilà pour l'Iran et ce que j'en comprends pour l'instant. Enfin, évidemment, il y a aucune pensée, pas beaucoup de pensée originale derrière tout ça. Puis ça peut Non, mais changer énormément. je trouve que ton témoignage, en fait, notamment sur le peuple lui-même, est très Ah intéressant oui. parce que c'est pas facile d'en avoir une idée. Moi, j'aime bien regarder des vlogs ou enfin, des gens qui voyagent comme ça dans ce genre de pays, en Iran, et puis qui vont un peu voir les gens. Alors, ils sont toujours au contact de gens qui sont extrêmement ouverts puisqu'ils parlent anglais, puisque justement, ils sont prêts à accueillir des, hum, des, des, euh, des visiteurs comme ça. C'est un peu des guides touristiques, c'est toujours un peu une certaine vision Alors, des choses. je dois témoigner qu'en Ouais. Iran, tous les gens qu'on croisait étaient comme ça, étaient ouverts et sympathiques. Ils nous voyaient Ah, d'accord. occidentaux, c'était toujours Hello Mister. Bon, ils parlaient très mal anglais, mais à chaque fois qu'on croisait des gens dans la rue, c'était sourire, ils nous saluaient, partout, hein. C'était pas simplement des guides touristiques, hein. C'était des Ah oui. jeunes, des vieux, euh, vraiment très très gentils, très accueillants. Bah, évidemment, il y a quasiment pas de touristes, hein. Ouais. Donc ça rend la visite encore plus agréable parce que pour eux, ben, ils en voient très peu et donc peut-être qu'ils ont envie de donner une image aussi d'ailleurs. Ils sont conscients de l'image qu'a leur pays à l'étranger, en Occident. Et donc quand ils voient des Occidentaux, euh, je pense que les Iraniens ont une conscience de leur civilisation, de leur statut dans la civilisation. Par exemple, ils détestent qu'on les confonde avec les Arabes. Parce qu'ils méprisent les Oui. Arabes. Et Euh, d'ailleurs, et, le persan est une langue extraordinaire, hein, et très très différente de l'arabe, Ouais, ça extrêmement s'écrit, l'alphabet est douce, le même. Ils utilisent l'alphabet arabe, mais c'est pas du tout mais la même langue. il y a pas eu une transition d'alphabet? Je sais pas quel était l'alphabet Il me semble, hein, parce il y a beaucoup de pays comme ça sassanide. qui changent un peu, enfin, tu vois, de la même manière que la Serbie écrivait avec l'alphabet cyrillique et puis écrit de plus en plus avec l'alphabet latin. Euh, Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelque chose comme ça en Ah, Iran aussi, alors, hein. ça pourrait arriver en Iran. Ça pourrait arriver, c'est un genre à le faire, quoi. Un peu comme Hmm. tu sais, le Kazakhstan vient d'abandonner l'alphabet cyrillique pour l'alphabet latin. Voilà, Ouais, ouais, ouais. ouais. Suite enfin, c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Bref, et donc les Iraniens, je pense, doivent se sentir beaucoup plus. Ils savent aussi que c'est une civilisation indo-européenne, hein, comme la nôtre. Alors évidemment, une Mhm. branche très assez éloignée, mais ils doivent avoir une certaine proximité avec nous, tu vois. Et c'est pas des Turcs, c'est pas des Arabes, et c'est nos lointains cousins. C'est nos lointains cousins linguistiques et ethniques, enfin raciaux, disons. Mhm. Peut-être pas ethnique, non, parce que ethnique c'est la culture. Et donc ils ont je pense ils ont spontanément une espèce de proximité avec l'Occident et ils sont pas occidentaux, hein, c'est des orientaux, mais ils seraient facilement intégrables, si je puis dire, dans un ordre. Ouais.
dans un ordre européen. C'est pas des Pakistanais, hein, c'est pas des Saoudiens. Ils se déguisent pas en djellaba et qui n'a pas carreau sur la tête, quoi. Hein. Euh, Bon, c'est autre chose. d'après ce que je lis, effectivement, ils n'ont pas toujours eu l'arabe comme script, mais disons que ça fait quand même très très longtemps. Ouais. C'est à la conquête islamique, en fait, en 800 après Jésus-Christ qu'ils ont adopté ça. Avant, ils écrivaient Alors, avec le Pahlavi. en lisant en lisant des histoires, enfin des éléments de recherche sur l'histoire de l'islam récemment, là, les plus récentes, euh, il semble pas tant que ce soit la Perse qui a été conquis par l'islam, hein, mais que ce soit l'islam qui a été conquis par la Perse. Parce qu'en fait, lorsque les conquérants arabes arrivent en Perse, ils se retrouvent face à une civilisation bien plus sophistiquée, avec des docteurs de religieux zoroastriens, les prêtres zoroastriens, qui sont très Mhm. sophistiqués et qui vont considérablement changer la théologie et la pensée musulmane. Et donc, il y a Ah une oui. grosse partie, y compris d'ailleurs dans le Coran, il y a des traces de zoroastrisme, de légendes zoroastriennes, qui sont et ensuite dans les développements dans la théologie, parce qu'au début l'islam est les conquérants arabes sont extrêmement attachés à leur arabité, refusent de se mélanger avec des non-arabes. Et en fait, sous la pression démographique, sous la pression intellectuelle, enfin la domination intellectuelle des Sassanides, de l'Iran sassanide, l'islam va se s'iraniser en fait très largement. Mhm. Et je parle même pas encore de la séparation entre les chiites et les sunnites, hein. Mais même dans l'islam sunnite, dans la théologie qui va et la spiritualité, la théologie, les codes de loi, ce sont les Iraniens, les anciens prêtres zoroastriens convertis, qui vont influencer considérablement l'islam. Et donc la dette de l'islam à l'égard de la civilisation, enfin, des civilisations perses, est très 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 importante. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. J'ignorais cette Ah ouais, c'est partie. Bah, c'est pas, vrai que, bah oui, ça peut pas, c'est invraisemblable d'avoir des bah, tribus, des tribus absolument, hein. arabes. C'est vrai que c'est vraiment étonnant qu'ils aient même réussi à avoir cette influence. En fait, moi, l'image que j'ai quand je vois le développement de l'islam, c'est vraiment des espèces de quelques personnages comme ça, quelques tribus avec très peu nombreuses, mais avec peut-être quelques personnes extraordinaires qui ont justement réussi à essaimer, mais alors pas du tout une espèce d'organisation de masse avec des grandes populations, et justement qui vont plutôt euh, aller dans tel ou tel pays voisin, planter en fait des petites graines, mais plus d'un niveau intellectuel Alors oui, il y a évidemment la guerre hein, derrière, mais la conquête guerrière, mais c'est plus Tu comme ça sais, en fait hein, que je le tu perçois. sais, c'est là, il y a un très bel ouvrage très important qui s'appelle Le Coran des historiens, et il y a pas mal de vidéos sur YouTube, et que j'invite Mhm. les auditeurs à écouter les recherches historiques les plus récentes sur l'islam, l'apparition de l'islam. Et là, l'histoire qu'on nous raconte de tribus venant du Hejaz, dans le sud de l'Arabie, de la révélation à un marchand de la Mecque, de Médine, ça semble, c'est la critique historique et textuelle ne permet pas de défendre cette thèse-là, de prendre cette thèse sérieusement. Il est probable que l'islam, en tout cas le Coran, ait été rédigé en Syrie, en Ah Palestine, oui. tu vois, sur des marges de l'empire byzantin, de l'empire sassanide, pas au sud, là où personne ne passait, personne ne venait, mais dans des endroits, en revanche, où il y avait beaucoup de passages, où il y avait déjà beaucoup de supplétifs des armées, donc des tribus arabes, mais pas du Hejaz, quoi, qui se sont ensuite Mhm. peut-être liés ou inventé une origine, euh, une sorte de généalogie remontant au Hejaz, aux montagnes d'Arabie Saoudite, là, de l'ouest de l'Arabie Saoudite, mais euh,
bon, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a des tas de passages dans le Coran qui rendent, par exemple, les descriptions qui sont faites de la Mecque, où poussent des oliviers, du blé, où il y a des troupeaux de vaches, de moutons, il y a des fruits, ils pratiquent la pêche, ils mangent du poisson frais. C'est pas la Mecque, c'est impossible. Et Oui, la pourtant, Mecque, c'est pas sur la c'est les mer, hein. Pardon? C'est C'est loin de la pas sur mer, la ouais. mer. Bah ouais, c'est ça. Et puis c'est très désertique. Il y a pas d'agriculture. Et donc il y a pas d'olivier. Or dans les Ouais, descriptions qui sont faites, dans c'est les intéressant ça. dialogues entre le prédicateur du Coran, soi-disant Mahomet, et puis ses interlocuteurs, il parle à ses interlocuteurs qui vivent clairement pas dans un cadre, dans une géographie qui est celle du Hejaz. Et donc, en fait, c'est des conquérants sortis du désert, du fin fond de l'Arabie, qui s'étendent comme ça. Enfin, dans les montagnes du sud, il y a quand même un peu plus de, on peut vivre un peu mieux, hein. Il y a quand même une agriculture, Ouais, mais il y a etc. pas très très peu. Il y a pas d'olivier, Il n'y il a y a pas pas de, d'arbres non, pas du tout. fruitiers. Il y a pas d'arbres fruitiers. Il y a pas, non, c'est pas du tout. Au Yémen, oui. Ah mais Plus au d'accord. sud, oui, mais dans Oui. le jazz est un Ah d'accord, pays, c'est plus au nord, ouais, c'est ça? D'accord, ok, je ouais, comprends plus alors. au nord, ouais. Mhm. Et donc voilà, il y a la recherche historique autour non, sur l'histoire du Coran, de l'islam, dans le cadre dans lequel il est né. Tu vois, la monnaie, enfin, disons, la trace la plus ancienne où il y a marqué le nom Mahomet ou Mohammed, qui veut dire le loué, la personne, celui qui est élevé, Mhm. c'est une monnaie de 680, à peu près datée d'environ 680, avec une croix dessus. Et il y a marqué en dessous Oui. Mahomet, Mohammed. Donc, attends, c'est quoi, c'est qui, de qui on parle? On peut très bien imaginer que des chrétiens de langue arabe utilisaient ce terme pour désigner le Jésus. Hein. Donc c'est Mhm. bon, bref, Ouais, il y a des tas de gens qui parlent de ça bien mieux que moi, qui expliquent un bien peu sûr. la critique. Les biographies de Mahomet, elles datent de 180 à 200 ans après sa mort, la plus ancienne qu'on ait. Donc, ce qu'on raconte de Mahomet dans les biographies et qu'on nous présente comme historique hein, dans les livres d'histoire qu'on avait à l'école, la propagande musulmane et enfin propagande, oui, en tout cas la mythologie musulmane est enseignée aux petits occidentaux comme si c'était une vérité historique. Il y a enfin tu peux pas prendre au sérieux une euh, un ouvrage, enfin une biographie qui a été écrite 200 ans après la mort de la personne. Euh, c'est les évangiles, c'est écrit entre 40 et 80 ans après la mort du Christ. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de témoins qui ont vécu les choses, qui peuvent raconter les Mhm. choses et qui peuvent critiquer éventuellement le livre, ce qui est écrit. Quand c'est 200 ans après, t'imagines, tu commences à écrire une vie de Napoléon maintenant. Non, non, c'est un mauvais exemple parce que précisément depuis l'invention de l'imprimerie, etc., et puis évidemment comme le papier est extrêmement disponible, sans parler d'Internet, on peut justement beaucoup plus facilement écrire une biographie de quelqu'un. Mais dans les Non, non, mais conditions sachant qu'il n'y a pas d'autres ouvrages, sachant qu'on ne trouve pas d'autres, premier rien d'autre millénaire, oui, écrit, tu te fies oui, c'est uniquement ça, à comme première source. ce que raconte le club des amis de Napoléon. Tu vois. Donc les histoires de Mahomet, le témoignage le plus ancien, on dit que Mahomet est mort en 632. Or en 634, il y a un évêque chrétien, syrien, je crois, ou palestinien, qui raconte qu'il y a un raid de tribus arabes avec à sa tête un prophète. Quelqu'un qui se fait passer pour, qui se présente comme un prophète. Donc 2 ans après la mort la mort officielle de Mahomet. Moi, les récits les biographies de Mahomet, des musulmans, ça vaut Hmm. rien Et historiquement. Hein. t'en déduis qu'il était probablement pas encore mort, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, Qu'il oui. n'était pas encore mort, que ce qu'on raconte sur lui, qu'on n'en sait rien, quoi.
Et puis la manière dont les conquêtes se sont faites ensuite, la manière dont... Alors Bon, il y a des tas d'ouvrages là-dessus. Hein. Il n'y a rien de très miraculeux à cette conquête. Hein. Au moment où l'islam, en tout cas les conquêtes arabes, on va dire, Mhm. elles sont pas encore musulmanes, ont lieu. L'Empire byzantin, les deux grandes puissances, l'Empire byzantin et l'Empire perse, sassanide, euh, sortent de 70 ans de guerre où ils se sont épuisés. Il y a eu la peste justinienne qui a ravagé les populations, c'est qu'il y a eu des baisses de 50% des populations sédentaires en Perse et en Syrie, en Palestine, en Orient, enfin en Anatolie. Et donc en fait, les deux États sont exsangues, ils sont plus capables de payer leurs armées. Et donc les supplétifs arabes, on peut très bien imaginer qu'ils étaient un peu à l'écart d'ailleurs, ils sont plutôt dans les marges de la Syrie et de la Jordanie, et qui, se disent, voilà, il y a un vide de pouvoir, Ah allons-y, oui, profiter de et puis, l'occasion. et puis il y a un bouillonnement culturel apocalyptique aussi. Le Coran est très apocalyptique, hein, c'est-à-dire c'est la fin du monde tout le temps dans le Coran. Et donc, or à l'époque, il y a plein de raisons d'avoir une théologie apocalyptique ou une spiritualité, c'est la fin du monde quoi qui arrive. On sort, les empires s'effondrent, tout le monde meurt. Il faut que voilà, il y a un nouveau truc qui sort quoi. Et à ce moment-là, Mhm. il y a des historiens qui disent que Mahomet n'a absolument pas existé. Des universitaires hein, qui disent que il n'a jamais existé. Il n'y a pas beaucoup qui soutiennent ça, mais il y en a qui le soutiennent sérieusement. Ouais. Et Ouais, de toute qui façon, apportent moi, des preuves à ça. je trouve qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Hein. Tout ça, pour moi, l'islam reste quand même une très grande religion euh, et donc, enfin, qui s'est maintenue, qui a des millions Si, ça a millions de une. fidèles, enfin, des milliers. C'est-à-dire que euh, si ça a une importance, parce que la critique historique, elle va faire son chemin également dans l'islam. Ils vont être obligés. Ils sont obligés avec la modernité d'un moment de se pencher sur leur histoire, Oui, oui, il y a encore un mais couvercle, mais ce couvercle il va y avoir une oui. réforme. Il va y avoir une réforme un peu comme dans le christianisme. Hein. On verra ce que ça donnera, hein, mais ça va arriver. Et de se rendre compte que le Coran a été. Les chrétiens, nous, on n'a jamais prétendu que nos écritures, la Bible, était d'origine écrite par Dieu ou par Mhm. l'ange, dictée par un ange. On n'a jamais pensé ça. On sait que ce sont des hommes, hein, on sait que c'est des tas de genres littéraires très différents. Ça fait très longtemps, ça nous a pas. Mais l'islam, c'est toujours pas comme ça. L'islam, il n'y a pas Oui, mais cette pensée-là. en quoi est-ce que, admettons que demain l'islam, enfin, il faudrait qu'ils se mettent d'accord vu qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de clergé, mais admettons que de façon massive ils se mettent d'accord sur ce point, ça changerait pas grand-chose en fait, fondamentalement sur les Si, pratiques, par les exemple, mais si. préceptes. Pourquoi? Si. Pourquoi? Parce que par exemple, euh, le Coran tout seul, sans les hadiths, Mhm, sans la tradition orale, mhm, les collectes, les petites histoires qui ont été collectées très tardivement après, mhm, est incompréhensible. Hein. C'est-à-dire que par exemple, la façon dont la prière est organisée, c'est pas dans le Coran. Dieu dit qu'il faut prier 5 fois par jour, mais on sait pas comment, on sait pas comment, comment dire, etc. Et comme l'islam est une religion très légaliste, ça, ce sont les choses qu'on trouve dans les hadiths. Et les hadiths, historiquement, c'est encore plus faible que les biographies de Mahomet. dans quel sens? Que Eh ça ben, aurait été inspiré par Dieu. ça ne tient pas la route historiquement dans la succession, dans la solidité. Tu vois, si tu as une critique historique, tu peux avoir une critique historique de l'islam, du Coran lui-même. Elle a déjà largement été faite. Mais si ensuite tu commences à critiquer et à essayer de chercher les fondements historiques de l'interprétation officielle du Coran, que sont les Mhm. hadiths, mais alors, il te reste le Coran tout seul, et qu'est-ce que tu fais avec le Coran tout seul? C'est un texte dont tu peux. Ici, tu n'as pas de magistère derrière, tu peux rien en faire. Tu sais Oui. pas quelle loi appliquer.
la tradition orale, Mahomet, alors, Abou machin truc a entendu dire de Abou bidule chose que le prophète, la paix soit sur lui, avait un jour lui a vu je sais pas quoi, mettre son pied droit, sa chaussette sa chaussure dans son pied droit dans sa sandale gauche, enfin je sais pas quoi, bref, c'est ce genre d'histoire, hein, des hadiths. Et puis alors que ce sont des choses complètement inventées dans la solidité et qui sont qui sont très importants pour les musulmans. C'est Mhm. comme le Talmud et Oui, le Talmud pour j'allais les dire, juifs. oui. Oui. Et Nous, c'est mais en fait, donc le Talmud est très important puisque évidemment il décrit précisément comment est-ce qu'il faut vivre pour être un bon juif. Mais mais bon, euh, on n'est pas en train de dire que c'est un c'est pas document la parole de Dieu, hein. historique. Ah Oui, non, c'est non, non. ça. Le Ouais. Talmud, ce sont des commentaires par des rabbis, des rabbins, Voilà. par des maîtres, à Jérusalem, à Babylone. Mhm. C'est très important. C'est comme nous avec nos pères de l'Église, tu vois, ou avec les Oui. écrits des saints, le magistère. Mais d'aucune manière, il y a dans le Talmud, il n'y a pas des choses sur la vie de Moïse, quoi. Hein. On raconte pas, il y a pas, c'est pas une tradition parallèle. Dans le Oui, oui, d'accord. christianisme, il y a pas de Et les tradition hadiths, parallèle. c'est ça. Les hadiths, Ah oui. c'est ce qui complète le Coran, quoi. C'est la vie, qu'est-ce que Mahomet a fait pendant sa vie, comment est-ce qu'il a Mhm. interprété les trucs et tout. Et ça ne, donc ça a une importance considérable. Et en critique, s'il faut, tu peux critiquer, tu peux chercher la bonne édition des commentaires de Saint-Augustin. Mhm. La critique littéraire de Saint-Augustin, enfin, la critique historique, ça va être ça, quoi. Tu dis, bon, bah, est-ce que le manuscrit qu'on a là, en quoi ça peut vraiment être attribué à Saint-Augustin? On fait ça avec l'Ancien Testament aussi. On sait par exemple que l'Épître aux Hébreux n'est probablement pas écrite, très probablement pas écrite par Paul. Mais bon, d'ailleurs, on s'en fiche. Là. L'Apocalypse, c'est ce qu'elle est écrite par l'auteur du quatrième évangile. Et puis dans le quatrième évangile, il y a plusieurs strates. On voit bien, enfin tout ça. Nous, on le sait, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est écrit par des humains. Mais D'accord, ouais. quand il s'agit quand il y a quand il s'agit de la vie du prophète et qu'on a vu des choses et là, mais qu'en fait c'est n'importe quoi, que c'est injustifiable, incroyable, je veux dire plutôt, parce que c'est des trucs qui ont été écrits, mis par écrit des siècles après, je sais plus de quand datent les grands recueils de hadiths de Muslim et les deux grands, là, Abu Muslim bref, et Boukhari. Les Mhm. deux plus grands, avec les hadiths authentiques. Bah, c'est au moins 200 ou 300 ans après le Christ. Après Mahomet, pardon. Et Enfin, donc toi, ta thèse, c'est que s'il y avait une espèce de prise de conscience massive chez les musulmans de ça, ça serait une ça catastrophe. pourrait... Pour l'islam, ça serait une catastrophe. Ah oui, d'accord. La critique, la, la critique rationnelle, la critique historique de l'islam, ça serait une catastrophe. Parce C'est curieux que ce parce qui que est moi, raconté, ce qui ouais. est interprété, ce qui est raconté ne tient pas la route. Je reviens les passages du Coran qui décrivent la géographie, l'agronomie, les Mhm. pratiques maritimes de pêche, de navigation, qui soi-disant sont celles des Mécois. Euh, mais n'importe quoi. Hein. Mhm. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à suivre le raisonnement parce qu'en fait, pour moi, déjà la plupart des gens qui pratiquent une religion ne sont pas vraiment au courant de ces détails et même s'en fichent un peu puisque dans leur quotidien, ça change pas grand-chose. Les seuls qui pourraient, je peux l'imaginer, vraiment souffrir de ce changement de paradigme ou de manière de raconter, ce serait peut-être les Saoudiens, parce que ça voudrait dire que l'Arabie Saoudite n'est plus vraiment la terre sainte et que donc finalement la Mecque ou ailleurs pour faire un pèlerinage, c'est pas si important que ça pourrait être très bien à Jérusalem. Et c'est là où je peux voir un changement, mais pour les autres, j'ai pas Alors, quand tu es vraiment là-bas, l'impression que c'est une c'est un des question qui se commandements. pose au quotidien en fait. C'est La religion est suffisamment implantée pour elle s'auto-entretienne en fait, sans que en fait en retirant cette pièce qui est à la Regarde nos base, ça sociétés. s'effondre. Ouais. Regarde nos sociétés. Le Ouais. christianisme s'est désimplanté de nos sociétés à partir du moment où il y a eu des grandes remises en question historiques, philosophiques. Certains les ont supportées,
Pour d'autres, c'était l'apostasie. Ouais. Ouais. Donc, ouais, donc tu prendrais aussi un peu l'exemple En de Iran, l'Iran. en Iran, il y a Ouais, une, ouais. une immense apostasie, pas pour des raisons historico-critiques, mais Mhm. pour des raisons politiques. Une immense apostasie. Et donc les Iraniens, en grande majorité, n'ont plus rien à faire du Coran. Certains, un peu en quête de spiritualité, se retournent vers le zoroastrisme. Mais bon, le zoroastrisme, c'est un arbre qui n'a plus de racines. Donc, c'est comme de pratiquer la religion des anciens Grecs ou Romains. Ouais. Euh, Ouais, c'est quelques intéressant ça. différences. Donc, non, on n'est pas du tout à l'abri d'un effondrement de l'islam. Comme religion, on se rend compte que les fondements historiques, dans la mesure où ils ont des prétentions historiques, hein, l'hindouisme n'a pas de prétention historique. Oui. L'hindouisme, c'est une mythologie. Les Oui. religions sont toutes un peu mythologiques, hein, c'est-à-dire que on n'est pas toujours en train d'essayer de, mais bon, en train de chercher des fondements rationnels, mais mais une religion comme l'islam qui a une prétention historique, le gars, il a vraiment existé, enfin, on dit qu'il a vraiment existé, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, ta, 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 ta. Mhm. Et d'ailleurs, euh, une conséquence inattendue de ça, si tu penses que les biographies de Mahomet ne sont pas historiques, eh bien, ce qu'on reproche à Mahomet, un des reproches les plus courants, c'est sa pédophilie. Enfin, c'est-à-dire, c'est il a épousé une gamine, Aïcha, qui avait, Mhm. je sais pas, 7 ou 9 ans, je sais plus. Comme c'est dans ces textes qui ont été écrits très largement après, il est possible que ces textes, il faille les interpréter, pas comme des livres historiques, mais comme dans le contexte de l'Égypte ou de la Syrie du 9e siècle où ils ont été rédigés. Et donc, Oui. de même que enfin, de même que les fondamentalistes musulmans se trompent en se référant à l'exemple, aux exemples de Mahomet tel qu'il est présenté dans sa biographie, de la même manière, les adversaires, les critiques de l'islam, de Mahomet, se fondent sur des légendes, quoi. Ils combattent des moulins. C'est-à-dire que ce sont des affirmations qui sont vides, et donc les deux peuvent repartir. Tant les critiques féroces de Mahomet, c'est comme de critiquer Barbe Bleue. Tu peux pas critiquer Barbe Bleue, c'est une légende. Ouais. Ouais. Bon, bah tu peux critiquer, tu peux pas, ça sert à rien de critiquer Mahomet, c'est une légende. Ah bon, il a épousé Aïcha, ouais, mais enfin, tu peux pas prendre ces récits au sérieux, ils sont tellement anciens. Ils sont tellement ils sont écrits tellement tardivement après sa vie. Euh, de même, ça peut pas être un exemple pour les fondamentalistes islamiques. De même, ça peut pas être un ennemi. Cette figure-là peut pas être un ennemi, en tout cas pas littéral, euh, pour pour les adversaires de l'islam. C'est un peu pareil, ça, c'est là. Si tu pousses le truc jusqu'au bout, voilà, il faut être cohérent. Hein. Non, ouais, je vois, ouais, ouais. C'est vrai que moi, je continue d'être un peu attaché à l'idée que beaucoup de gens qui pratiquent sont en fait plus dans la religion pour avoir un guide, un peu une corde à laquelle suivre facilement sans se poser de questions, des habitudes de vie qui sont saines, de c'est pas abuser avec les drogues, de régulièrement aller prier, etc. Et puis tout ce genre de choses qui les aident un peu dans leur existence à avoir à ne pas trop aller de côté et que finalement ça reste un peu indépendant des fondements eux-mêmes en Tu fait. sais, dans Mais les années après 60, l'effondrement on le voit, oui. tu sais, dans les années 50, 60, 70 en Europe, en Occident, c'est le clergé ça a été des départs massifs de membres du clergé qui ont précipité l'effondrement, enfin l'effondrement d'une bonne partie de l'Église catholique, enfin des églises chrétiennes. Et Oui. ben, de la même manière, tu peux avoir dans le clergé musulman, oui, ceux qui font quelques études, ils se disent soudain, attends, c'est quoi ces trucs et donc, c'est eux qui peuvent mener l'islam. Alors la différence, c'est que l'islam, c'est aussi une civilisation. Hein. C'est que c'est un code de loi, c'est du droit civil.
Et donc, ça pose un très grave problème aux sociétés musulmanes Mais bon, cela dit, elles peuvent continuer à pratiquer la loi, le code civil musulman, sans pratiquer, hein, comme en Iran. Ah, dans la mesure pour tant de populations, l'islam est venu remplacer le christianisme en Égypte ou alors en Turquie, etc., même au Proche-Orient. Moi, j'ai du mal à imaginer que s'il y avait un retour de balancier, même 1000 ans plus tard, ce serait problématique en fait. Il serait perdu, Hmm. non? Ouais, Bon, enfin, ouais. Mais cela dit, ça serait très intéressant parce que dernièrement, on parlait ensemble des Coptes, et donc j'ai commencé à m'intéresser à eux, évidemment à l'histoire, au fait qu'ils étaient là avant les musulmans, et puis que maintenant ils sont quoi, 20% je crois de l'Égypte, et c'est incroyable comme histoire, hein, d'arriver à se maintenir comme ça, et moi évidemment de me dire mais qu'est-ce qui pourrait faire que justement l'Égypte redeviendrait massivement copte ou que sais-je. Mais ça serait un sujet pour un autre jour parce que ça m'intéresserait de t'entendre sur les monophysites et ces sujets-là. Ouais. Et le concile de Chalcédoine. il faut que je révise parce que c'est un peu vieux tout ça. Ouais, Préviens-moi à l'avance. d'accord. Je te préviens. Bonne soirée. Allez, Salut. salut, bonne soirée. Ciao.